L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine est l'événement le plus important dans la vie de notre continent depuis la création de l'OUA et sa transformation en Union africaine. Il s'agit là d'un événement qui donne l'espoir dans la construction d'une Afrique unie et prospère. C'était le 7 juillet dernier, à Niamey, la capitale du Niger. L'entrée en vigueur de la ZLEC, la zone de libre-échange continentale. Elle deviendra la zone tarifaire la plus grande de la planète en nombre de pays participants. À ce stade, tous les pays africains, sauf l'Érythrée, ont signé l'accord d'adhésion et 27 pays l'ont ratifié. Un rêve pour beaucoup qui est encore loin de se réaliser tant la route est longue pour négocier toutes les modalités de mise en œuvre de l'accord. C'est comme si nous étions en 1957 à la signature du traité de Rome, aux origines de ce qui deviendra l'Union européenne. Pourtant, d'un point de vue économique, l'Afrique aurait tout à gagner d'un marché commun de 1,2 milliard de personnes. Aujourd'hui, le commerce entre l'Afrique et les autres continents représente seulement 3% des échanges mondiaux. Et seulement 16% du commerce des pays d'Afrique se fait avec d'autres pays du continent. En Europe, c'est près de 70%. Selon la Commission économique pour l'Afrique de l'ONU, la croissance du commerce intra-africain pourrait augmenter avec la zone de libre-échange de 50%. Alors comment faire du rêve une réalité ? 5 choses que l'Afrique doit savoir pour réussir sa zone de libre-échange. 1. Désenchevêtrer et harmoniser. L'Afrique compte déjà un nombre élevé de communautés économiques régionales, 14 au total, censées représenter autant d'espaces de libre circulation des personnes, des biens et des services, dont 8 officiellement reconnus par l'Union africaine, au niveau de progression vers l'intégration très divers. Certaines sont plus avancées, comme l'UEMOA pour l'Afrique de l'Ouest, la Communauté d'Afrique de l'Est et la Communauté de développement d'Afrique australe. D'autres sont encore balbutiantes, comme celle de l'Afrique centrale, ou simplement en panne, comme celle entre les pays du Maghreb. Des zones de libre-échange qui n'ont jusque-là pas vraiment permis le développement du commerce. En cause le manque de coordination, voire la mésentente politique entre États, mais aussi la négociation en ordre dispersé d'accords commerciaux avec le reste du monde, et le fait que certains États sont membres de plusieurs organisations à la fois. Vous voyez un bol de spaghettis ? Eh bien on n'est pas loin de ça. S'ajoutent à cela les obstacles non tarifaires, nombreux et bien enracinés. La lenteur. Il faut au moins 30 jours de dédouanement des marchandises en Afrique de l'Ouest, alors qu'en Europe, cette démarche administrative ne dépasse pas les 10 jours. Les pratiques anormales, comme les rançonnements et les contrôles abusifs aux frontières. Ou encore le non-respect des règles contingentaires, c'est-à-dire le volume d'importation autorisé dans un accord économique. Il n'est pas rare qu'une marchandise reste bloquée à la frontière, le douanier invoquant une interdiction d'importation. Pour donner son plein effet, la zone de libre-échange doit être complétée rapidement par une harmonisation des taux et règles douanières, ce qui nous amène à la deuxième condition pour la réussite de la zone de libre-échange, la solidarité. Chacun devrait penser Afrique et non plus se focaliser sur les seuls intérêts nationaux. Compliqué quand on connaît l'hétérogénéité des économies du continent. Le Maroc est considéré comme un pays dit émergent, l'Égypte et l'Afrique du Sud disposent déjà d'une base industrielle solide, et le Nigeria ou le Kenya ont chacun une position régionale très importante du fait de la taille de leur marché. Mais les autres pays, dans cette organisation à géométrie variable, vont-ils réellement bénéficier de la zone de libre-échange ? Certains pays pourraient même se voir handicapés par la faible diversification de leurs activités, par exemple. Comparons le Maroc et le Tchad. 75% des exportations marocaines sont composées de plus de 80 lignes de produits, alors que celles du Tchad totalisent 82% sur un seul et même produit, le pétrole. Autre handicap, l'accès à la mer. On remarque que 16 des 54 pays engagés dans cette ZLEC sont enclavés. Ces pays sont de prime abord pénalisés. Cela se traduit par un surcoût en termes d'échange. Voilà pourquoi il faut prévoir ce qu'on appelle des mécanismes de péréquation et de redistribution des ressources des plus riches aux plus pauvres.
C'est grâce à ces mêmes mécanismes que l'Irlande et le Portugal sont sortis du marasme économique dans lequel ils étaient plongés dans les années 70, grâce à l'aide des pays les plus riches de l'Union européenne. La ZLEC devra inventer son fonds de développement, auquel contribueront les pays les plus développés en proportion de leur richesse nationale. Pour l'instant, rien de concret n'a été évoqué. Troisième condition, protéger les économies nationales, notamment des importations qui viendraient abusivement inonder le marché et concurrencer des industries naissantes. C'est tout le débat sur les clauses d'origine, soit ces caractéristiques autorisant un produit à se labelliser « Made in Africa » et ainsi à bénéficier de droits de douane préférentiels. Des pays sont très attentifs à ce problème, en particulier le Nigeria, qui a renâclé à signer l'accord, mais également l'Afrique du Sud. Tous deux craignent que ces pays, comme le Togo, le Cameroun ou le Bénin, habitués à importer de Chine, du Brésil ou d'Europe, soient de simples plateformes de réexportation. Pour ces raisons, une règle simple sera probablement retenue, à savoir au minimum 50% de la valeur ajoutée des produits réexportés devra être originaire d'Afrique. Pour cela, un mécanisme de contrôle devra être mis en place et chaque pays devra prouver la traçabilité de ses marchandises. Mais à l'inverse, il faut veiller à ne pas exagérer le protectionnisme. L'objectif déclaré pour cette zone de libre-échange est de libéraliser 90% des produits commercialisés. Autoriser la protection sur 10% des produits peut en pratique annuler une grande partie des avantages de l'accord en sélectionnant de manière stratégique des produits qui conserveront la protection. Pour jouer l'intégration régionale, il faudra veiller à ce que ces 10% ne concernent que les produits dont le potentiel de développement est important pour le pays. 4. Encourager l'industrialisation et la transformation des matières premières. Pour que les pays échangent entre eux, il faut qu'ils produisent des biens différents, susceptibles de les intéresser et à bon marché, mais pour l'instant, c'est loin d'être le cas. Il suffit de regarder. La Côte d'Ivoire ne vend pas son cacao au Mali, qui ne lui vend pas pour autant son or. D'ailleurs, le Mali et son voisin, le Burkina Faso, les deux champions du coton, n'ont pas grand-chose à s'échanger, tout comme les fleurs coupées du Kenya n'intéressent pas l'Éthiopie, qui en produit aussi. Bref, pour échanger, il faut de la complémentarité, et donc développer des industries susceptibles de transformer les matières premières. Prenons le coton. Seulement 3% du coton cultivé au Sahel est transformé localement, et ça depuis plus de 20 ans. Dans ces conditions, il est aujourd'hui impossible de satisfaire la demande d'une industrie textile voisine. Pour les avocats de la zone de libre-échange, une intégration régionale accélérera la diversification des économies en offrant aux entreprises locales un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. Mais pour cela, il faudrait que chaque pays développe des filières industrielles complémentaires. Par exemple, le Maroc, qui s'est lancé dans l'industrie automobile, pourrait s'appuyer sur la bauxite du Ghana pour fabriquer la carrosserie et l'EVA de Côte d'Ivoire pour réaliser les pneumatiques. 5. Améliorer la logistique et les infrastructures de transport. Une étude publiée en 2016 rapportait qu'il était plus facile et moins coûteux pour Coca-Cola, en tant que fabricant de boissons gazeuses au Kenya, d'acheter ses fruits de la passion en Chine, de les transporter jusqu'au Kenya, que d'acheter directement ses fruits à l'Ouganda voisin. Et en 2009, le président de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, Anissé Georges Dologuélé, déclarait que le transport de marchandises entre Douala et N'Djamena coûtait 6 fois plus cher qu'entre Shanghai et Douala et demandait 2 fois plus de temps. Pour comprendre, il suffit d'observer le kilométrage de routes goudronnées. Dans les pays africains à faible revenu, on compte 318 mètres pour 1000 habitants, contre 1000 mètres en moyenne dans les pays en développement et 15 000 mètres dans une économie avancée comme la France. C'est pour cette raison que certains plaident pour l'accélération de la construction des corridors de développement. Côté transport maritime, la plupart des ports africains souffrent d'une gestion médiocre. S'ajoute à cela une connectivité insuffisante entre ces ports, les routes et les voies ferrées. Quant au transport aérien, il reste encore trop cher et limité.
Vous l'aurez compris, la mise en place de la zone de libre-échange continentale est complexe et n'en est qu'à ses prémices. L'Union européenne existe depuis 62 ans et continue encore à s'ajuster. Mais née à l'ère du numérique, la ZLEC n'aura pas les contraintes de son aîné, des coûts de transaction bien plus bas et des échanges d'informations facilités. Une chose est sûre, pour assurer son émancipation économique, l'Afrique doit s'unir, comme le suggérait en 1963 le père du panafricanisme, le Ghanéen Kwame Nkrumah. S'unir et surtout apprendre à s'entendre.